Bonjour François Asselineau. Vous avez une grande nouvelle à nous annoncer, je crois. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 juin 2016. Effectivement, j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Cette grande nouvelle, c'est le rapport 330 com final du 18 mai 2016, qui est sorti il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours. Rapport de la Commission européenne qui nous indique à quelle sauce la France va être mangée. Ce sont les fameuses GOPE, les grandes orientations de politiques économiques définies par la Commission européenne pour 2016 et 2017. Alors il s'agit de recommandations. Les recommandations selon l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc certains ergoteront en disant mais oui, mais c'est pas obligatoire, etc. Taratata. Ça n'est pas obligatoire au sens où il faut les appliquer immédiatement et sur le champ, mais c'est obligatoire en ce sens que, en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, eh bien, les États doivent respecter ces grandes orientations de politiques économiques, doivent faire des rapports ensuite, présenter les rapports à la Commission européenne et au Conseil européen devant les pairs, c'est ce qu'on appelle la pression des pairs, PAIRS, c'est-à-dire des autres collègues, des autres chefs d'État et de gouvernement. Et donc ça revêt un caractère extrêmement contraignant. Alors, Dieu sait si j'ai parlé de ces GOPE, de ces grandes orientations de politique économique depuis des années. Seul dans le désert à expliquer à mes compatriotes que les élections n'avaient plus de sens tant que nous serions dans le cadre de ces traités. On en a une illustration parfaite avec ce rapport comme 330 final du 18 mai 2016 que d'ailleurs vous pouvez trouver sur Internet. On y apprend au détour, alors ça fait plusieurs pages, je ne vais pas tout lire, mais on y apprend notamment à la fin, dans les recommandations, eh bien quoi, que la Commission demande et qu'il y ait une accentuation dans les économies budgétaires. Ça n'est pas nouveau, mais à chaque fois il le demande. Ça s'impose donc au gouvernement français, quel qu'il soit, en 2016 et en 2017. Il est également question, c'est marqué dedans, de réformer le droit du travail. La Commission européenne exige que l'on réforme le droit du travail. La Commission européenne fait des recommandations pour entreprendre une réforme du système d'assurance chômage afin, dit-elle, d'en rétablir la viabilité budgétaire et d'encourager davantage le retour au travail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si on lit entre les lignes, parce que ce rapport, c'est la partie publique d'un iceberg. La partie privée, si j'ose dire, plus confidentielle et transmise au gouvernement. Quand la Commission demande qu'il y ait une réforme de l'assurance chômage afin d'assurer la viabilité budgétaire et d'encourager le retour au travail, ça veut dire qu'il faut prévoir des dispositifs où l'on va donner sensiblement moins de mois en mois aux chômeurs pour qu'à la fin des fins, d'abord ça fera des économies si on donne moins aux chômeurs, ça c'est certain, et deuxièmement, bien que ça les pousse prétendument à trouver du travail. Comme si d'ailleurs le travail dépendait uniquement de la bonne volonté des gens et ne dépendait pas de grandes variables macroéconomiques, mais ça il n'en est jamais question avec la Commission européenne qui jamais ne s'interroge sur le rôle délétère et nocif pour la tenue de l'économie de notre appartenance par exemple à la monnaie européenne, à l'euro. Alors, le même rapport comme 330 final du 18 mai 2016 prévoit d'éliminer les obstacles, je le cite, éliminer les obstacles à l'activité dans le secteur des services, en particulier dans les services aux entreprises et les professions réglementées. On voit donc ici pointer du nez la l'ubérisation de la société française. Je l'ai déjà dit et redit, nous en avons ici la preuve sous le nez que M. Macron, eh bien, comme Mme El Khomri, ne sont finalement que les simples supplétifs des dirigeants européistes, ne font que mettre en œuvre les rapports, parce que les rapports précédents des GOPE disaient déjà la même chose, des grandes orientations de politique économique. Toujours dans ce rapport, il est question d'approfondir, je le cite, la réforme des critères de taille réglementaire qui freinent la croissance des entreprises. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, vous savez, en France, il y a des effets de seuil. Par exemple, à partir de tant de salariés, il faut qu'il y ait un comité d'entreprise, etc. Donc, ce sont des seuils qui ont été définis
pour des raisons de protection des travailleurs, de protection sociale, mais c'est ça qui va vous faire voler en éclats, de telle sorte que finalement les entreprises petit à petit soient libres et ne plus être assujetties à toute une série de réglementations. Le rapport se termine également d'une façon assez prodigieuse, puisque le rapport de la Commission prévoit elle recommande au gouvernement français, je la cite, de prendre des mesures visant à réduire les impôts sur la production et le taux nominal de l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire que la Commission demande à la fois de faire des économies budgétaires, donc de tailler dans les dépenses publiques, donc dans les services publics, mais de diminuer également l'impôt sur les sociétés. Et elle poursuit en disant qu'il faut élargir la base d'imposition de la consommation, sur la consommation, notamment en ce qui concerne la TVA. Ça veut donc dire qu'il y a un choix fondamental, un choix de politique économique, mais plus que de politique économique, un choix de politique sociale et même un choix civilisationnel. J'ose dire les choses par leur nom. La Commission européenne, en fait, demande à la France de diminuer encore et encore l'impôt sur les sociétés et d'augmenter encore et encore l'impôt sur nous, sur le peuple, sur l'impôt notamment sur la TVA. Il s'agit vraiment d'une politique sans pudeur. À la limite, que des gens soient des ultra-libéraux et proposent ça au suffrage des Français, c'est le jeu normal de la démocratie. Mais là, vous avez bien compris que ça n'est pas ça dont il s'agit. Ici, il s'agit d'un rapport qui est décidé par la Commission européenne en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces recommandations s'appliquent à la France en vertu de l'article 255 et ces recommandations s'appliquent pour les années 2016 et 2017. Donc ça veut dire que la Commission fait tout simplement comme si l'élection présidentielle et les élections législatives de l'année prochaine étaient sans aucun intérêt, sans aucune incidence. Donc ça veut dire qu'en fait, en 2017, il y aura deux types de candidats à l'élection présidentielle. Il y aura d'abord les candidats, gageons qu'ils seront nombreux, qui ne parleront pas aux Français de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui ne parleront pas aux Français du rapport de la Commission européenne sur les grandes orientations de politique économique. Ils feront donc des programmes qu'ils lâcheront comme ça à la cantonade. Ils diront « Mon adversaire, c'est la finance, je vais rétablir le droit du travail, et c'est ça ». Mais ils ne proposeront pas de sortir de l'Union européenne. Et donc, en fait, à peine que les lampions de l'élection seront éteints, ils appliqueront le rapport dont je viens de vous parler. Et puis, il y aura un candidat, moi je l'espère, si je parviens à avoir les 500 parrainages, qui dira aux Français la vérité. La vérité, c'est que tant que nous ne serons pas sortis de l'Union européenne en vertu de l'article 50 du traité de l'Union européenne, nous serons obligés d'appliquer ce rapport d'Égopé, sur lequel, bien entendu, aucun grand média n'a fait de publicité. Et la loi El Khomri ? Alors, la loi dite El Khomri, la loi du travail, j'en ai déjà parlé plusieurs fois lors de mes entretiens antérieurs, elle a évolué en ce sens. Elle a évolué. D'abord, la France, elle est percluse de grèves perlées, de blocus, etc. On fait monter la pression entre d'un côté la CGT et de l'autre le gouvernement. On veut faire croire aux Français, et tout est organisé pour cela, qu'en fait il s'agit d'un conflit classique, comme les Français en ont connu dans les années 50, 60, 70, 80, où il y avait la gauche, avec la CGT en pointe, contre le patronat, le grand capital, et défendu par le gouvernement. Donc, ce qui est fascinant, c'est que, là aussi, on ne veut pas expliquer aux Français ce qui se passe pour de bon. La CGT, d'ailleurs, fait M. Mélenchon, qui est avec la CGT, du moins les dirigeants de la CGT, fait des grandes affiches que l'on voit dans tout Paris et à travers la France, loi El Khomri, loi pourrie. Mais il faut aller au-delà, M. Mélenchon. Il faut le dire, il faut dire ce qui se cache. Alors, pour être honnête, ça a commencé, le masque a quand même commencé un petit peu à tomber, je pense,
que le succès de notre mouvement politique, le succès de mes entretiens d'actualité, de mes conférences et celles de Vincent Brousseau, de Charles-Henri Gallois, tout ceci s'est beaucoup développé sur Internet et a commencé à porter ses fruits puisque de plus en plus de gens maintenant écoutent ce que nous disons et se rendent compte que nous disons la vérité. Alors j'en veux pour preuve, par exemple, Le Figaro, qui depuis maintenant 1 ou 2 livraisons, Le Figaro a fait quasiment un copier-coller d'un certain nombre de mes articles en expliquant à ses lecteurs que finalement la loi El Khomri était d'origine européenne. Il faut avouer d'ailleurs que Le Figaro a été un petit peu aidé en ce sens par plusieurs déclarations, une déclaration de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, qui a dit récemment, je le cite, « La réforme du droit du travail voulue et imposée par le gouvernement Valls est le minimum de ce qu'il faut faire ». Et il a réclamé, il a annoncé, il a revendiqué la paternité de la loi El Khomri en tant que président de la Commission européenne. Il a dit oui, en effet, c'est sur les instructions de la Commission. Donc ça, c'est tout à fait nouveau et on me permettra d'avoir la faiblesse de penser que nous avons joué un rôle dans cette prise de conscience de l'opinion publique et dans la nécessité dans laquelle de plus en plus de dirigeants européistes se trouvent de dire la vérité. Monsieur Moscovici, le commissaire français, commissaire européen de nationalité française, a dit exactement la même chose, qu'effectivement la loi El Khomri découlait des contraintes européennes. Alors dans ces conditions, on a vu que monsieur Jean-Luc Mélenchon, qui est chargé par l'oligarchie, semble-t-il, d'essayer d'empêcher la croissance de l'UPR, monsieur Mélenchon qui était un ultra ardent européiste, monsieur Mélenchon qui il y a encore 2-3 ans expliquait que vouloir sortir de l'euro, c'était être maréchaliste. Et bien voilà que monsieur Mélenchon, sur son blog personnel, a dit, je le cite, « La loi El Khomri, c'est la faute à l'Europe ». Voilà. Mais ça s'arrête là, puisque le projet de monsieur Mélenchon, c'est toujours la même chose. Une autre Europe, on va pas respecter les traités européens, mais on va faire une autre Europe. Et puis, bien entendu, jamais ou la moindre explication sur l'article 50. Au total, ce qui est important, c'est de voir que les esprits évoluent. Les esprits évoluent dans le bon sens. De plus en plus de gens commencent à comprendre cette espèce de gigantesque coup d'État que représente la Commission européenne, la construction européenne. Et de plus en plus, un certain nombre de partis politiques sont amenés, au vu notamment de l'ascension de l'UPR, à s'emparer de tel ou tel pan de ce que nous disons. Voilà. Alors, jusqu'où ira ce copier-coller ? Je pense qu'il n'ira pas très loin parce qu'il y a toujours la ligne de démarcation fondamentale. C'est entre ceux qui disent qu'il faut sortir de l'Union européenne, c'est nous, et tous les autres qui trouvent toujours je ne sais quel motif d'élucubration pour proposer encore autre chose. On l'a vu là, ces jours-ci, je crois que M. Dupont-Aignan s'est rendu en Angleterre, aimablement médiatisé par Europe 1 pour dire qu'il était en faveur du Brexit et d'une autre Europe, donc il fallait bâtir une autre Europe. J'ai déjà dit, c'est le syndrome du sparadrap du capitaine Haddock dans Vol 714 pour Sydney. Vous savez, ce morceau de sparadrap dont on n'arrive jamais à se débarrasser. Donc ça, c'est l'Europe. On en sort aussitôt pour y rentrer et pour dire on va faire une autre Europe. Non, nous on a dit, on redit, nous on est clair et net. C'est le projet même de la construction européenne qui est absurde, parce qu'il est absurde de vouloir mettre 28 États avec des intérêts nationaux, des histoires, des économies, des tissus sociaux, des tissus économiques, des traditions anthropologiques et sociales, des langues différentes, des intérêts géopolitiques, industriels, économiques, commerciaux, culturels, linguistiques, j'en passe et des meilleurs, tous différents. C'est absurde de vouloir les faire entrer dans une camisole de force. Voilà, ça ne marche pas. Donc nous, à la différence de tous les autres, nous disons qu'il faut en sortir une fois pour toutes. À vous entendre, la France n'est pas la seule concernée par ces réformes. Effectivement, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui est typique des journaux français et des milieux européistes de façon générale. C'est-à-dire qu'ils nous engagent toujours « mais la France est trop petite, regardez l'Europe, nous sommes tous Européens », sauf que ils font silence sur ce qui se passe ailleurs. Or, ce qui se passe ailleurs, c'est la même chose que ce qui se passe en France. En Belgique, par exemple, il y a ces jours-ci des manifestations contre, devinez quoi, la démolition du droit du travail, réclamée par qui, devinez qui ? Eh bien, par la Commission européenne dans le cadre des GOPE, la GOPE appliquée à la Belgique, et qu'applique servilement le gouvernement de Bruxelles.
En réalité, il se passe en Belgique la même chose qu'en France. En Espagne, la situation est un petit peu différente puisque il y a eu des élections générales il y a quelques mois qui ont abouti à une espèce de blocage institutionnel. Il n'y a aucun parti qui a la majorité. Ils n'arrivent pas à s'entendre pour avoir la majorité, pour former une coalition de droite ou une coalition de gauche. Donc pour l'instant, c'est l'ancien président du gouvernement de Madrid, M. Mariano Rajoy, qui expédie les affaires courantes. Mais il va y avoir prochainement de nouvelles élections générales, puisque les Cortes, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, a donc été dissoute. Il va y avoir de nouvelles élections pour essayer de trancher ce nœud gordien par de nouvelles élections pour qu'une majorité puisse sortir. Alors, il y a eu quelques jours en Espagne, c'était le 24 mai dernier, le grand quotidien madrilène El País, l'un des plus grands journaux d'Espagne, a rendu publique une lettre qui a été envoyée par l'actuel président du gouvernement espagnol, par M. Mariano Rajoy, à Jean-Claude Juncker, justement, au président de la Commission européenne dont je parlais à l'instant. C'est une lettre qui datait du 5 mai, et dans cette lettre, le chef du gouvernement espagnol se dit, je cite, entre guillemets, il se dit disposé, une fois qu'il y aura un nouveau gouvernement, à prendre de nouvelles mesures budgétaires dans la seconde moitié de l'année. Lettre confidentielle, enfin la trahison totale. Entente avec une puissance étrangère, normalement. Lorsque quelqu'un concourt à des élections nationales, allant sur les estrades en disant « je vais me battre pour le peuple espagnol, il y a trop contre la rigueur, etc. », etc. Puis au même moment, il envoie une lettre à Jean-Claude Juncker, luxembourgeois, président de la Commission européenne, en lui disant qu'il est disposé, une fois qu'il y aura un nouveau gouvernement, donc sous-entendu, si je suis réélu, à prendre de nouvelles mesures budgétaires dans la seconde moitié de l'année, donc après les élections. C'est vraiment considérer le corps électoral d'une façon ignominieuse. C'est vraiment se moquer du monde. Alors, cette affaire, évidemment, a fait scandale, puisque la publication de la lettre, ça a fait mauvais genre. Mais en fait, c'est un bal d'hypocrite, un bal de faux cul, passez-moi l'expression, puisque le premier secrétaire du Parti socialiste espagnol, le PSOE, M. Pedro Sánchez, est monté au créneau en s'indignant de cette lettre et en disant que M. Mariano Rajoy mentait sans pudeur. Il lui a dit de mentir sans pudeur. Je remarque simplement qu'il faudrait que Pedro Sánchez se rappelle quelle avait été la campagne de François Hollande, qui en 2012 avait fait exactement le même coup. Il avait dit « mon adversaire c'est la finance » et puis 2 jours après il était allé à Londres en disant « ne vous en faites surtout pas, j'ai dit ça simplement pour ces imbéciles d'électeurs ». Le parti Ciudadanos, c'est-à-dire l'équivalent de Nous Citoyens, c'est un parti de droite qui a été lancé, un produit de marketing, et qui a été lancé pour essayer de redonner des couleurs un petit peu au parti de M. Mariano Rajoy. Et donc ce parti de centre-droit, lui, a reproché dans cette lettre que M. Rajoy, je le cite, s'engageait vis-à-vis de Bruxelles sans savoir s'il gouvernera. Méditez. Le grand parti Ciudadanos, citoyen, qui se dit une force nouvelle, ultra-européiste bien entendu, au vu de cette lettre scandaleuse, il a reproché quoi ? Il a reproché à Mariano Rajoy de s'engager auprès de Bruxelles sans savoir s'il gouvernera. C'est-à-dire qu'il ne reproche pas de s'engager auprès de Bruxelles, mais il se reproche de faire trop tôt en définitive. C'est incroyable. Et la palme peut-être de l'hypocrisie et de la tartufferie revient à Podemos. Voilà, le leader de Podemos, vous savez, paraît-il, cette alliance, notamment c'est un nouveau mouvement qui s'appelle Unidos Podemos, c'est une espèce d'alliance de la gauche radicale, mais radicale, version de Tsipras et Syriza. Voilà, d'ailleurs, l'animateur de Podemos, M. Iglesias, est très ami avec M. Tsipras, le grec de Syriza, et avec M. Mélenchon du Front de gauche en France. Donc ça, c'est la même engeance. Eh bien, c'est tout ce petit monde, Unidos Podemos, donc cette alliance de la gauche radicale avec les communistes et les alliés régionaux, les autonomes, les indépendantistes catalans et les Verts, ils se sont indignés en disant que M. Rajoy avait, je cite, un programme occulte, le programme occulte du Partito Populares, c'est-à-dire du Parti populaire. C'est vrai que c'est un programme occulte. Mais alors, que dire du programme de M. Tsipras et de Syriza, de la gauche radicale ?
Et que dire du programme de Podemos ? Puisque Podemos et les communistes espagnols, tout ce petit monde, c'est comme en France, refusent bec et ongle de sortir de l'Union européenne. Donc finalement, dans toute cette histoire, Mariano Rajoy a eu simplement, si j'ose dire, la naïveté d'écrire noir sur blanc ce que les autres feront. En Espagne, comme en Belgique, la même situation prévaut qu'en France. La seule solution pour l'Espagne et pour la Belgique, mais ils le découvriront à leur rythme, c'est de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Et la situation de la France, par ailleurs ? La situation de la France, elle se détériore. La situation de la France, ça n'a pas fait les grands titres des journaux, c'est pourtant très important. À Bercy, et j'en parle en connaissance de cause, tout le monde sait que les contraintes budgétaires, encore une fois, ne seront pas respectées. D'autant plus d'ailleurs que M. Hollande, qui rêve d'être réélu, a commencé à multiplier les cadeaux fiscaux, le plan emploi, le plan de soutien aux agriculteurs, l'augmentation du point d'indice pour les fonctionnaires, etc., etc. Donc le coût de ces mesures budgétaire pour l'année 2016, c'est 4 milliards d'euros supplémentaires. Et en année pleine, à partir de 2017, c'est 5,8 milliards d'euros. Donc ce sont des sommes très, très importantes. Et tout ceci, évidemment, est en contradiction avec les engagements pris à Bruxelles de diminuer le déficit budgétaire. Le résultat, c'est que la direction du budget, à Bercy, a demandé à tous les ministères de ratiboiser dans leur budget et donc de faire 2 milliards d'euros d'économies. Ce qui signifie au passage qu'il va y avoir des sérieuses réductions budgétaires. On va avoir notamment des réductions budgétaires en matière sur le recrutement des fonctionnaires et toute une série de réductions de dépenses publiques. Ça tombe bien d'ailleurs, c'est également ce que demande le rapport sur les GOPE. Et puis alors, cette situation, alors je ne parle pas des grèves dans la loi El Khomri, on en a déjà parlé. La situation budgétaire est très mauvaise en France pour la énième année, ce qui prouve au passage d'ailleurs que les réformes que l'on nous impose depuis des années ne portent pas leurs fruits. Et puis il y a également quelque chose qui continue de se développer, c'est que la France continue d'être vendue par appartement avec des choses parfois tout à fait stratégiques. Dans les domaines des ventes, on a appris récemment, j'en parlais je crois il y a quelques jours, on a appris la vente de centaines d'hectares à des intérêts chinois. Il est intéressant d'ailleurs de regarder que derrière ces intérêts chinois, notamment Beijing Company, la compagnie d'investissement de la municipalité de Pékin, elle a racheté des terres arables, donc notamment, je crois, dans la Beauce, par des centaines d'hectares, mais en partenariat, ça n'a pas été suffisamment souligné dans les médias français, en partenariat, en agissant avec JP Morgan, la grande banque d'affaires américaine qui est dans le coup. On dit toujours un fonds mystérieux chinois. Oui, un fonds mystérieux chinois. Derrière, il y a les Chinois, mais il y a aussi les Américains. On a appris également ces jours-ci que le chinois, encore un, HNA, c'est pas H1N1, c'est pas le virus de la grippe aviaire, non, c'est un fonds d'investissement HNA chinois qui a décidé de devenir le numéro 1 planétaire de ce qu'on appelle le catering, c'est-à-dire la fourniture de boissons et de nourriture à bord des avions sur la surface de la planète. Eh bien, figurez-vous que le chinois HNA vient de s'emparer de Cervère, qui était justement la filiale de restauration d'Air France. Alors c'est tout un programme, c'est-à-dire quand même, c'était théoriquement le savoir-faire à la française. A priori, dans les avions d'Air France, on était fiers de présenter des mets français. Probablement que ça restera encore un petit peu, mais en tout cas, ce ne sont plus désormais des Français qui serviront, qui piloteront, c'est le cas de le dire, l'entreprise qui fait le service des boissons et des aliments à bord des avions d'Air France. Désormais, ce sont des intérêts chinois qui sont aux commandes. Et puis je voudrais revenir, il y aurait 1000 choses à dire sur ces sujets dramatiques, que je voudrais revenir sur quelque chose que je n'avais pas cité en son temps, mais que je crois important puisque je parle en ce moment d'aéronautique. Je voudrais signaler que le 18 mars dernier,
Airbus Group a conclu un accord avec un fonds d'investissement américain qui est KKR et qui est d'ailleurs l'un des principaux leaders de l'intelligence économique dans le monde, qui a partie liée d'ailleurs avec les services de renseignement américains, ça c'est une autre histoire. Eh bien, donc Airbus a vendu pour 1,1 milliard d'euros à ce fonds d'investissement américain toutes les activités électroniques de défense à ce fonds. Alors c'est extrêmement grave, parce qu'encore, la filiale de restauration des avions d'Air France vendue à des Chinois, c'est un peu triste, c'est même très triste d'un point de vue symbolique, mais vendre toute l'activité électronique de défense d'Airbus à un fonds d'investissement américain proche des services de renseignement américains, c'est de la haute trahison. La solution, c'est Macron ? Ah Vous avez toujours la face ici. Finalement, je parle beaucoup de Macron, parce que ça va faire un troisième entretien, je suis obligé de parler de Macron. Il faut dire qu'il y a une raison pour ça, puisque Macron, il est question de M. Macron, matin, midi et soir et la nuit. Il a détrôné, il fallait le faire, il a détrôné Mme Le Pen et M. Philippot, qui auparavant ne voyaient que à la télévision et à la radio, mais maintenant, on les voit encore pas mal, mais maintenant, c'est M. Macron. Alors, il y a eu encore des rebondissements assez extraordinaires au cours des tout derniers jours sur cette affaire Macron. Premièrement, M. Macron a décidé, probablement les agences de communication qu'il y a derrière lui, ont dû lui dire qu'il faut faire du terrain. Donc, M. Macron est allé sur le terrain. C'est dingue. Si vous regardez sur Internet, il est allé à Lunel, il s'est fait insulter, vilipender comme jamais. Il veut aller parler à des grévistes, etc. Et les gens, c'est tout. Moi, à sa place, j'arrêterais parce qu'il se fait humilier d'une façon, d'ailleurs sans réplique. Parce que lorsqu'il explique, par exemple, sur la loi El Khomri, il va expliquer. Alors, il est dans un costume très bien taillé. Il a d'ailleurs ça a défrayé la chronique sur Internet. Il a dit, si pour se payer un costard, il faut travailler. Sous-entendu, les chômeurs ne fichent rien, c'est de leur faute. Mais moi, j'ai pas de leçon à recevoir. Si vous n'aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. Mais voilà. Mais parce que ce qui a bloqué la France, c'est le 49.3, monsieur. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. C'est de travailler. Mais je rêve de travailler, Donnez du travail. Donc ça a fait un tollé sur Internet. Il a dû ensuite se mordre les lèvres d'avoir dit cette sottise. Et puis après ça, il était à Lunel. Et là, il explique à des chômeurs ou à des gens de la CGT, il leur dit tous les bienfaits de la loi du travail. Donc les gens disent, mais la loi du travail, on n'en veut pas. Il y a une grande majorité de Français qui n'en veulent pas. Et il dit, oui, mais je suis là pour défendre la République. Mais il n'a été élu par personne, ce monsieur Macron. Il n'est venu que par la faveur du prince. Et le prince en question, si on peut appeler ça un prince, c'est monsieur Hollande qui s'est fait élire en disant qu'il allait faire tout le contraire de ce qu'il fait. Donc en fait, il est frappé totalement d'illégitimité. À sa place, j'arrêterai. Je ferai comme les autres, c'est-à-dire je resterai dans ma tour d'ivoire en attendant tout simplement le printemps 2017. Parce que ça va finir par mal se terminer un jour ou l'autre. Il va se ramasser, il va se faire entarter ou il va se ramasser des tomates au visage. Ça serait pas bon pour la dignité de sa fonction. Mais là, il y a eu un truc encore plus extraordinaire. J'avoue que quand j'ai vu ça, je me suis un petit peu frotté les yeux pour voir si ce que je disais était exact. C'est la déclaration qu'a faite Jacques Attali lors d'un colloque qui s'est tenu à Paris. C'était au musée du Quai Branly, là, au musée des Arts Premiers. C'était là, il y a quelques jours, fin mai 2016. Je rappelle que Jacques Attali, c'est ce monsieur qui s'est toujours trompé sur tout, mais qui, semble-t-il, est en mesure de donner ses instructions à tous les présidents de la République successifs. Il y a eu Mitterrand, Chirac, Sarkozy et maintenant Hollande. Et c'est monsieur Attali qui, je vous le rappelle, il y a environ 1 an et demi de cela, était venu et nous avait expliqué aux Français que finalement Emmanuel Macron serait en gros le prochain président de la République, et qui d'ailleurs, il connaissait qui serait après lui. Bon, c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'on a eu droit au grand lancement de l'opération de marketing Macron. Eh bien là, ce qui s'est passé est assez drôle, enfin assez incroyable, puisque Jacques Attali a été interrogé lors de ce colloque, et quelqu'un lui a posé comme question de quoi Emmanuel Macron est-il le nom ?
Et Jacques Attali a répondu textuellement ceci, alors je le lis pour ne pas me tromper. Monsieur Attali a répondu: de quoi Emmanuel Macron est-il le nom du vide de la politique française. Il n'incarne que le vide, que cette gauche qui veut à la fois être au pouvoir et ne pas y être, parce qu'elle déteste la gauche de gouvernement. Il est le nom de ceux qui rêvent que la gauche ne soit pas au pouvoir. Emmanuel Macron a un talent fou, ça c'est ce que dit M. Attali, je lui laisse En tout cas, il n'a pas un grand talent pour convaincre les grévistes quand il va sur le terrain. Je l'ai repéré tout de suite, dit Jacques Attali, présenté au candidat Hollande, donc il confirme que c'est bien lui qui a créé le personnage politique Macron. Je l'accompagne toujours, je lui dis d'ailleurs ce que je pensais, si seulement il se saisissait d'un programme. C'est un assassinat en règle. Ou plus exactement, c'est une espèce d'injonction. À l'évidence, M. Attali et les gens qui pilotent toute cette opération Macron s'impatientent de voir que leur poulain, qui a été lancé, c'est inimaginable. La couverture médiatique de tous les grands médias du pays est à la disposition de M. Macron. On sort des sondages extraordinaires. Paraît-il qu'il y a 34, 35, 38% des gens qui rêveraient de voir M. Macron à l'Élysée, etc. Moi, j'en cherche toujours autour de moi. Si vous en connaissez, donnez-leur l'adresse du siège de l'UPR qui viennent se présenter, parce que je pense que ce sont des animaux rares. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui en pince pour M. Macron. Bon, paraît-il qu'ils sont 38% de la société française, d'après les sondages. Mais on voit bien que cette oligarchie commence à s'impatienter de voir que ça tarde, que la mayonnaise tarde à prendre, et que l'opération En Marche, elle fait plutôt du surplace, je le disais la dernière fois. Alors, c'est à ce moment-là qu'est arrivé un nouveau développement sur lequel il faut quand même porter un regard lucide. Le nouveau développement, il s'est produit il y a quelques jours. D'un seul coup, toute la presse française nous a expliqué que, ça y est, le mouvement politique En Marche qu'avait lancé M. Macron il y a déjà 1 mois et demi, 2 mois, il avait eu droit à toute une couverture média, mais en fait, ça a fait flop. Voilà. Alors, M. Macron avait dit qu'il avait 13 000 adhérents. En fait, on a découvert, c'est le Canard enchaîné qui avait montré que c'était pas 13 000 adhérents. Il y avait eu 13 000 clics d'internautes qui voulaient voir par curiosité ce que c'était que ce truc-là. Entre un clic sur un ordinateur et adhérer, il y a une petite nuance. M. Macron est, semble-t-il, un petit peu embêté. L'oligarchie s'impatiente. Jacques Attali a fait les déclarations que je viens de rappeler. Donc, M. Macron est un peu pris à... Voilà. Donc, il a annoncé récemment, paraît-il, qu'il y avait maintenant 50 000 adhérents En Marche. Un jour, il va nous dire qu'il y a 10 millions d'adhérents à En Marche. Bon. Comme évidemment personne ne le croit, il a lancé un nouveau truc qui s'appelle les marcheurs. Donc, on a vu dans le journal Le Parisien, par exemple, dans La Dépêche, etc., je cite Le Parisien qui disait « Des milliers de marcheurs ont préparé le porte-à-porte que le ministre lance ce samedi, c'était samedi dernier, pour un diagnostic du pays. » Alors, écoutez bien ça, parce que ça vaut quand même le coup. Alors, ce dont il s'agit, c'est ce que les spécialistes de marketing appellent du storytelling. C'est un mot d'américain qui veut dire on raconte une histoire. C'est un scénario, c'est de la politique spectacle. Ça s'inspire probablement de cette série Game of Thrones, où il y a des marcheurs blancs, qui sont d'ailleurs des zombies, qui parcourent un pays. En réalité, cette opération des marcheurs Macron, c'est une opération qui a déjà été faite. Alors, à l'origine, c'était la technique des témoins de Jéhovah, mais c'est surtout une technique qui a été développée aux États-Unis sous Obama pour préparer une campagne. Donc, la vraie raison de ce qui se passe en ce moment, c'est que M. Macron n'a aucune idée. C'est un simple perroquet de l'oligarchie. Et comme il n'a pas d'idée, eh bien, il est allé trouver une société spécialisée en la matière, une société de communication, et dont on connaît le nom. Cette société s'appelle Liegey-Müller-Ponce. Et il y a un journaliste, que j'ai d'ailleurs déjà cité, je crois, dans un entretien antérieur, Meurice, de France Inter, et qui a révélé au public ce que tous les journalistes politiques français savent, mais n'osent pas dire. Tous les journalistes politiques français savent ce qui se cache derrière les marcheurs de Macron. La société Liegey-Müller-Ponce.
Seul, il y en a un qui a lâché le morceau. Cette société, Liège Müller-Ponce, allez sur son site internet. Liège Müller-Ponce est une start-up en stratégie électorale fondée par Guillaume Liéger, Arthur Muller et Vincent Ponce, 3 passionnés de politique et de nouvelles technologies qui se sont rencontrés pendant la campagne de Barack Obama en 2008. Progrès de la recherche en sciences politiques, open data, big data, nouvelles technologies, nous proposons aux candidats et aux élus des outils qui révolutionnent leur manière de faire campagne et d'interagir avec les citoyens. Alors, cette société se prévaut sur son site internet d'avoir d'ailleurs organisé la campagne de porte-à-porte pour le PSOE en Espagne en 2015, en s'inspirant de la campagne d'Obama. Ça n'a d'ailleurs pas finalement porté chance, puisque, je le disais tout à l'heure, les élections qui ont eu lieu en Espagne, finalement, n'ont pas dégagé de majorité convaincante pour aucun des camps. Mais tout ceci pour dire quoi ? Mais pour dire que les marcheurs de Macron, quand on voit des milliers de marcheurs qui se mettent en route, c'est faux. C'est un mensonge. Les journalistes, les journaux qui ont montré ça, on a vu 4-5 personnes à Lille, des jeunes, et puis 1 ou 2 à Toulouse. C'est tout. Il y a fort à parier. C'est presque sûr que ces fameux marcheurs de Macron sont en fait des figurants payés par la société en question. Et s'ils ne sont pas payés, on a dû leur promettre, je ne sais pas quoi, une bonne bouffe ou un truc comme ça. Il n'y a pas d'autre raison. Est-ce que vous connaissez autour de vous des gens qui se sont mis en marche pour Macron ? C'est se foutre de la gueule du monde. Et c'est d'autant plus se foutre de la gueule du monde, je suis grossier, mais ça le mérite, qu'il faut quand même aussi un moment prendre un peu le recul des choses. Monsieur Macron est ministre de l'économie. Il est au gouvernement français depuis maintenant plusieurs mois, bientôt 1 an. Il est au gouvernement français l'un des principaux ministres. On parle d'ailleurs de lui comme d'un espèce de vice-premier ministre. Et vous avez ce monsieur qui n'a été élu par personne, qui est un quasi vice-premier ministre, et qui nous dit, sérieux comme un pape, qu'il envoie des marcheurs, on voyait dans le reportage du journal La Dépêche, où c'était des élèves de terminale, qui allaient faire du porte-à-porte à Toulouse, où ils se faisaient jeter évidemment par les gens, pour établir un diagnostic du pays. Monsieur Macron est le vice-premier ministre, il a besoin de garçons de terminale pour aller demander aux gens quel est l'état du pays. Mais quelle est la politique qu'il fait ? En vertu de quoi ? S'il se fonde sur quoi ? Et d'ailleurs, à quoi servent les services des renseignements généraux, qui ont changé de nom, du ministère de l'Intérieur ? À quoi servent les dizaines et dizaines de milliers de fonctionnaires du ministère des Finances qui sont sous les ordres de M. Macron et qui font remonter constamment à son cabinet des quantités d'informations sur la société française ? Cette affaire Macron montre d'une façon allégorique, incroyable, à quel point, en fait, les élites qui dirigent la France ont perdu la raison. Ils considèrent vraiment que les Français sont bêtes à manger du foin et sont capables d'avaler n'importe quelle manœuvre, n'importe quelle manipulation électorale. En quoi ils se trompent ? Parce que si les marcheurs d'Obama, ça a pu marcher, si j'ose dire, eh bien les marcheurs de Macron, ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Où en êtes-vous des parrainages ? Ah ben vous avez le sens des transitions. Où en sommes-nous des parrainages ? Eh bien, nous continuons. Nous continuons à rechercher les parrainages. Ça serait mentir que de dire que c'est facile. C'est difficile et je voudrais rendre ici un vibrant hommage à nos démarcheurs à travers toute la France qui essayent d'obtenir et en obtiennent des promesses de parrainage pour l'élection présidentielle. Je rappelle qu'il en faut 500 et je lance ici un appel à tous ceux qui m'écoutent et en particulier aux maires des petits villages de France qui m'écoutent. On en a vu récemment, il y a un maire qui nous a écrit spontanément pour parrainer parce que grâce à Internet, de plus en plus de gens me connaissent et connaissent l'UPR. Je lance ici un appel aux maires des petits villages de France en leur disant « Faites très attention. Votre commune va être détruite
dans les 10 ans qui viennent dans le cadre des opérations de réforme territoriale. Environ 18 à 20 000 communes vont disparaître de la carte de France sur 36 000 au cours des 10 ans qui viennent, par des regroupements forcés de communes. Moi, je rencontre des maires. Je vois des maires de petits villages. Ils sont complètement désespérés et ils savent que ce que je dis est vrai. Mais il faut arrêter de considérer qu'il y a une fatalité. Il faut, comme disait Charles de Gaulle, se redresser. Il n'y a aucune fatalité. Moi, j'ai déjà expliqué que moi, au cours de la campagne présidentielle, si je parviens à être candidat, je mettrai sur la table ce problème de la réforme territoriale. Je proposerai un arrêt immédiat des regroupements forcés de communes et un bilan de ces opérations qui sont, à travers toute la France, catastrophiques. Je m'adresse donc à tous les maires qui m'entendent. Ne partez pas battus. Ce à quoi on s'attaque avec cette fusion forceps de 25, 28, 30 communes d'un seul coup, c'est en fait de vouloir s'attaquer à ce qui fait l'âme et l'identité de la France depuis des siècles et des siècles et des siècles. Les communes, c'était les paroisses sous l'Ancien Régime. Donc, à tous les maires qui m'écoutent, je leur demande de ne pas hésiter un instant, de ne pas avoir peur de présenter un candidat au Conseil constitutionnel, même si ce candidat n'a pas accès aux grands médias. Ça n'est pas un vote, c'est simplement la présentation d'un candidat. Et puis à tous les démarcheurs qui m'écoutent, je leur dis de continuer les recherches, parce que j'ai vraiment bon espoir que nous pourrons tous ensemble parvenir à ce que je souhaite ardemment pour le mouvement, pour l'Union populaire républicaine, pour obtenir cette notoriété nationale qui nous est refusée en fait actuellement, ce qui permettra une croissance verticale de notre mouvement à partir du moment où je serai officiellement candidat. Auriez-vous d'autres sujets à aborder ? Je crois que j'ai déjà parlé assez longtemps, mais il y a quand même un sujet d'une extrême importance sur lequel je voudrais terminer cet entretien d'aujourd'hui. C'est un sujet d'une extrême importance et qui, en fait, n'est pas traité correctement dans les grands médias. Il en est question un petit peu, comme ça, vaguement, et de façon totalement fallacieuse et biaisée. Ce que je veux dire, le sujet que j'ai à l'esprit, c'est ce qui se passe à l'est de l'Europe avec les manœuvres de l'OTAN, les projets d'élargissement de l'OTAN et les postures de plus en plus agressives prises par Washington et les pays de l'OTAN vis-à-vis de la Russie. Il faut savoir, je ne sais pas si vous le savez, parce que tout a été fait pour que les Français ne le sachent pas, qu'au cours du mois de mai qui vient de s'écouler, du 2 au 23 mai, il y a eu des très grandes manœuvres militaires de l'OTAN en Estonie, donc qui est ce pays balte, le plus au nord des 3 pays baltes, qui est au bord du golfe de Finlande, qui fait face à la Finlande, mais qui est frontalier de la Russie. Sous le nom de Spring Storm, c'est-à-dire tempête de printemps, c'est tout un programme, hein. Je rappelle que la tempête du désert, Desert Storm, c'était quand même l'attaque contre l'Irak. Donc là, il y a des manœuvres qui s'appellent Spring Storm. Il faut faire attention à la symbolique qui est utilisée. Ces manœuvres militaires ont été les plus importantes de l'histoire du pays depuis son indépendance. Il y a 9 pays de l'OTAN qui ont participé à cette opération. L'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, donc les 3 pays baltes, la Pologne, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis et même, et c'est presque encore plus inquiétant, la Finlande, alors même que la Finlande n'est pas membre de l'OTAN. Tout ceci s'est passé à quelques kilomètres, je dirais même presque parfois à quelques centaines ou même dizaines de mètres de la frontière russe. Il y a eu 6000 soldats impliqués, des chasseurs bombardiers de l'armée de l'air polonaise, des chasseurs américains et britanniques. Donc ça, c'était du 2 au 23 mai. Le 15 mai, en Estonie, c'est du matériel militaire lourd de l'OTAN qui a été déployé à proximité immédiate des frontières estoniennes entre l'Estonie et la Russie. C'était le dimanche 15 mai. Le 19 mai, vous voyez que
les dates s'accélèrent. Le 19 mai, on a appris tout à fait ailleurs que le Monténégro qui est cette petite république, la montagne noire, ça veut dire, le Monténégro qui est cette petite république issue du démembrement de l'ancienne Yougoslavie, le Monténégro a signé le protocole d'adhésion à l'OTAN pour devenir le 29e membre de l'OTAN le 19 mai. Alors, le Monténégro devenant membre de l'OTAN, c'est-à-dire une ancienne république de la Yougoslavie, c'est évidemment, encore une fois, une pierre jetée dans le jardin russe. Ce sont des pays qui étaient traditionnellement sous influence russe, qui vont basculer sous influence américaine. Qu'est-ce qu'on dirait si, par exemple, le Mexique ou le Guatemala étaient entrés dans le pacte de Varsovie ? C'est exactement de cela qu'il s'agit. Alors, comme vous le savez, donc, ce protocole a été signé, c'est un traité. Il faut maintenant que les 28 États membres de l'OTAN votent le traité d'adhésion du Monténégro à l'OTAN, dans le traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949. Et donc, il va falloir que les autres États le ratifient. Et la France, en l'espèce, est mêlée à cette affaire, puisque la France est membre de l'OTAN. Donc la France, les députés et sénateurs, nos députés, vont devoir se prononcer, savoir s'ils sont d'accord pour que le Monténégro entre dans l'OTAN. Ils vont l'être, bien entendu, puisqu'on a déjà accepté l'entrée de la Pologne, de l'Estonie, etc., etc. Mais vous voyez bien qu'il s'agit d'une stratégie de jeu de Go. Vous savez, ce jeu chinois qui consiste à encercler, il s'agit d'une stratégie de jeu de Go ou d'une tactique du salami, pays par pays, tranche par tranche. Les États-Unis grignotent tout ce qui est le glacis de protection militaire russe. Et puis, comme si ceci ne suffisait pas, le vendredi 20 mai, c'est la Suède et la Finlande. Il y a eu un sommet de l'OTAN à Bruxelles, et cette fois-ci, c'est la Suède et la Finlande qui se sont rapprochés de l'OTAN. Alors, c'est assez extraordinaire, parce que ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si les personnes qui m'écoutent le savent, l'OTAN a été créée en 1949. Quelques années d'ailleurs, avant le pacte de Varsovie qui a été créé en 1953 et qui était donc la réponse à l'OTAN. Et non pas l'inverse. J'ai longtemps cru, moi, que c'était l'inverse, ça m'avait été présenté. Non, en fait, la première structure militaire qui a été créée en Europe après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'OTAN. En 1949, la Suède et la Finlande ont refusé d'entrer dans l'OTAN en estimant que c'était une opération agressive et militaire et qu'ils voulaient rester neutres. Mais en 1949, faites un tout petit effort de pensée et de mémoire. En 1949, c'était pas la Russie, c'était l'Union soviétique. Et le dirigeant de l'Union soviétique, c'était pas quelqu'un qui faisait dans la dentelle, c'était le maréchal Staline. Si la Suède et la Finlande envisagent aujourd'hui d'entrer dans l'OTAN, ça veut dire, d'une façon ou d'une autre, que la Suède estime que Vladimir Poutine serait plus dangereux en 2016 que Staline en 1949. C'est ça que ça veut dire. À qui faire croire cette blague ? Ce que signifie le rapprochement de la Suède et de la Finlande de l'OTAN, comme le Monténégro qui demande son adhésion, c'est que progressivement, les États-Unis, puissance impériale de plus en plus dominante, par l'intermédiaire de l'Union européenne notamment, impose à tous les pays de se ranger sous la bannière étoilée. Je l'ai déjà dit et redit, l'OTAN et l'Union européenne sont les deux faces de la même médaille, l'OTAN étant la face militaire et l'Union européenne la face civile, d'une même médaille qui est la médaille, une médaille nocive, une médaille extrêmement dangereuse, qui est la médaille de l'asservissement du continent européen aux États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, c'est tellement grave ce qui est en train de se passer que lors de ce sommet à Bruxelles, il s'est trouvé un général britannique qui s'appelle Richard Sheriff, qui a annoncé comme ça, tout de go, comme si c'était une plaisanterie, la possibilité d'une guerre avec la Russie qu'il estime à une durée d'environ 1 an. On n'a jamais vu ça, En tout cas, il faut remonter au plus noir de la guerre froide, peut-être dans les années 50, pour qu'un général de l'armée
d'un grand État de l'Europe de l'Ouest annonce la probabilité d'une guerre avec la Russie, chiffrée à une durée d'1 an. Alors, dans ces conditions, François Hollande et Angela Merkel qui essaient de jouer une mini-partition, ils ont, lors du sommet OTAN-Russie qui a eu lieu, ils ont essayé de dire mais non, il faut être gentil avec la Russie, etc. C'est absolument pathétique. En fait, François Hollande sait très bien que notre adhésion à notre participation à l'Union européenne et à l'OTAN, qu'on le veuille ou non, nous entraîne, contraint et forcé, dans une conflagration planétaire probable, en tout cas possible, si l'on en croit en tout cas le général britannique avec la Russie. Il est donc très grand temps d'attirer l'attention de nos compatriotes sur ce très grave danger. L'Europe, ça n'est pas la paix. L'Europe, c'est la guerre. Nous devons sortir de l'Union européenne, mais nous devons aussi sortir de l'OTAN.